c'est ça qui va assurer que tu as un carnet de commandes qui soit tout le temps rempli. Salut YouTube, aujourd'hui je suis avec Guillaume. Guillaume, moi je trouve que les introductions sont toujours les meilleures quand c'est la personne qui se présente. Est-ce que tu peux me dire en quelques mots qui tu es, d'où tu viens, ce que tu fais? Je suis Guillaume Berthollet. Je suis aujourd'hui le fondateur d'une agence qui s'appelle Invox et surtout j'ai un passé ou un passif, je sais pas trop, d'entrepreneur. J'ai beaucoup créé de boîtes, ça veut dire que j'en ai beaucoup planté aussi. Pas mal de sujets, très impliqué à un moment dans la vie des startups aussi. Et puis il y a un truc que j'aime vraiment bien faire, c'est raconter des choses, des histoires, sous plein de formes différentes. Donc voilà, ravi d'être avec toi aujourd'hui. Tu sais, j'étais sûre de te connaître depuis un moment et j'essaie de me Ouais. rappeler de à quel moment je t'ai connu. J'ai respoté tout ton compte LinkedIn et en fait je me souviens de toi. Dans ma précédente, une de mes précédentes vies d'entrepreneur, j'étais e-commerçante et en fait c'est quand tu faisais les événements à Lyon, je crois que c'était le Blind Web Mix ou la Ouais, cuisine du web. exactement. Ça remonte un peu, on est d'accord? Premier épisode en 2014, ouais. Donc Voilà. effectivement, on est des vieux maintenant. Voilà, c'est ça. Merci de le rappeler, c'est sympa. Après, voilà, on s'est connus récemment grâce à la magie des réseaux qui ont fait qu'on s'est retrouvés sur le même chemin sur LinkedIn. Et on a discuté il y a pas longtemps et je t'ai fait part un petit peu de d'où on en était sur Charlie et je t'ai dit, bah écoute, voilà, moi aujourd'hui, j'aimerais pouvoir mieux comprendre, mieux identifier les cibles de Charlie et chez Invox ça fait partie des choses que vous faites, notamment avant d'écrire et de mettre en place toute une stratégie, vous étudiez bien les cibles, vous créez des ateliers avec vos clients pour arriver à bien déterminer et mieux connaître son ICP. Et du coup, je t'ai demandé si tu étais OK pour venir m'en parler, m'aider et du coup aider ceux qui en sont à ce même stade, donc est accepté, donc la grande classe. Et je crois qu'en plus t'as fait des super devoirs, genre des trucs à présenter et tout, donc ça va être bien, bien Non, non, cool. non, 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 on va essayer de construire ensemble un truc. Je vais te montrer un peu comment on travaille sur ce sujet-là. Donc effectivement, il y aura deux, trois trucs sympas à montrer, et puis on verra où ça va nous mener. Très honnêtement, c'est un peu open comme session, donc on va voir où ça nous mène. Voilà. Bah moi je suis ton cobaye. Peut-être juste pour préciser pour ceux qui nous regardent, on va parler d'une partie vraiment spécifique qui se fait pas forcément que de manière ponctuelle, hein. C'est plutôt un truc, un travail ouvert. C'est pas quelque chose, le travail sur les personas ou sur la cible, qu'on va faire en une semaine et puis se dire c'est bon, c'est fini, à vie, j'y retouche plus. Et c'est super important de noter parce que parfois on a un peu avec toutes ces méthodos un peu marketing, un peu américaines. Parfois l'impression qu'il faut cocher la case et puis si on a bien coché la Tu passes case, on à va autre chose, avancer. tu zappes, mais en fait c'est quelque chose Ouais, que tu dois revenir souvent quoi. ouais, c'est beaucoup plus subtil que ça et c'est jamais un travail qui est fini. Donc déjà, il faut pas viser la perfection. Là, on parle d'un sujet, donc principalement les personas. Juste peut-être pour situer un peu ce que ça veut dire, les personas, c'est un travail marketing. Historiquement, dans le marketing, on faisait quoi? On ciblait des segments de population. Donc on prenait taille de boîte, nom du job de la personne, secteur d'activité, chiffre d'affaires de l'entreprise, ce genre de choses. On disait, OK, ça c'est ma cible. En vrai, on ne s'adresse pas à une entreprise. C'est pas une entreprise qui parle à une entreprise. La plupart du temps, c'est un humain qui parle à un humain, éventuellement sous un discours d'entreprise. Mais en tout cas, on va parler à des personnes. Et donc, du coup, on ne va pas cibler des entreprises. On cible évidemment des entreprises, mais dans les entreprises, on va parler à des interlocuteurs. Et quand on parle de contenu, quand on parle d'inbound marketing, quand on parle de démarches social media, quand on parle de prospection digitale, en fait, tout ce qu'on cherche à faire, c'est d'entrer un peu dans la tête et dans l'intimité d'une autre personne pour avoir un petit moment, un petit espace de prise de parole où on peut lui dire, bah voilà ce qu'on fait et éventuellement, est-ce que tu as le besoin pour qu'on puisse discuter un petit peu plus. J'avais discuté avec un responsable marketing chez Red Bull quand Red Bull est arrivé en France et il disait en fait que vraiment le grand graal du marketing c'est toucher la bonne personne au bon endroit au bon moment avec le bon outil que tu proposes en fait. Donc finalement ce que tu nous dis là c'est que la création du persona est en fait un passage obligatoire pour envisager de réussir à faire une campagne sur plusieurs supports qui va toucher justement cette personne-là. Qui va toucher. Alors, on a toujours la possibilité de se dire, tiens, je vais faire un truc ultra général et puis je vais voir si ça fonctionne. Par contre, c'est quand même très prouvé que plus on va personnaliser, plus on va adapter un message pour un certain nombre de personnes qui se ressemblent entre elles, plus on va être proche quand même de réussir à faire tomber un peu les barrières de défense, d'autodéfense commerciale. Moi, quand je sens venir quelqu'un avec un discours commercial, j'ai pas envie de parler avec lui. Donc, je me ferme. On a tous développé des réflexes et puis aujourd'hui, en plus, on est tellement tous sollicités que, en fait, on est assez bon pour éviter la discussion commerciale. Pour autant,
Et chacun dans nos vies pro, hein, on succombe un peu à ça. Parfois, on est content de rentrer et de discuter avec quelqu'un parce qu'il va nous apporter quelque chose, de télécharger un document, de consulter une vidéo. Voilà, les gens qui vont te suivre, ils viennent chercher tes vidéos parce que ça leur apprend quelque chose, pas parce que tu es en train de leur vendre quelque chose. Peut-être qu'in fine, tu leur vendras un truc, mais en tout cas, dans cette logique où on a épousé de plus en plus l'idée de je donne d'abord du contenu et puis éventuellement, il y a des gens que ça va intéresser qui vont devenir des prospects puis des clients. Alors en fait, il y a cette logique de qu'est-ce que je raconte. Et qu'est-ce que je raconte, on peut jamais le dissocier de à qui je le raconte. Aujourd'hui, typiquement, moi, sur un de mes sujets chez Invox, tu vois, on va parler marketing automation. Marketing automation, ça peut toucher différentes personnes, et suivant le type de boîte, la maturité, et ainsi de suite, et la posture de la personne. Est-ce que c'est un directeur marketing dans une grosse équipe? Est-ce que c'est plutôt un junior à qui on a demandé de travailler sur le sujet? En fait, il va falloir adapter le sujet. Et c'est vraiment là avec les personas, on touche au cœur de ce côté. Est-ce que je connais suffisamment intimement les personnes à qui je veux m'adresser pour pouvoir m'exprimer et leur passer des informations qui vont les intéresser. Et tout le travail de persona, c'est ça. Alors évidemment, il y a un travail de setup au départ. Quand on démarre, on lance un produit, ou on va partir sur une nouvelle offre commerciale ou sur un nouveau secteur d'activité, bah souvent, on connaît peu ou mal les personnes, ou en tout cas, on a une patine qui est assez légère, en fait. Je suis à 100% en phase avec toi. 9 fois sur 10, au démarrage, tu vas à l'instinct. Ceux qui disent et qui parfois perdent beaucoup de temps sur des études de marché, des fois se plantent aussi parce qu'ils partent sur la mauvaise ligne. Au démarrage, il y a beaucoup d'entrepreneurs, ces intuitions. Ils se disent, moi, je pense que ça, c'est fait pour ça. Ça marche quelques semaines, parfois quelques mois, mais très vite, on se rend compte qu'effectivement, il va falloir rentrer dans le vif du sujet et se poser la question de qui est véritablement ma cible et à qui ça s'adresse. Déjà, il y a ce premier truc à savoir. Ça, pour moi, c'est un peu le background. C'est pourquoi est-ce que tu dois faire des personas? C'est parce que tu dois comprendre les gens. Et les personas versus les segments de population qu'on avait auparavant, l'idée, c'est quoi? C'est de descendre à un niveau personnel. L'idée, c'est de se dire, je vais créer une sorte de client idéal ou de prospect idéal, mais personnifié. Voilà, limite, je vais le rendre charnel. Souvent, on lui donne un prénom, on va lui construire une vie. Et l'idée, c'est de se dire, en fait, quand je vais créer un contenu, je vais pas me dire, tiens, je fais un contenu pour des directeurs marketing. Je vais dire, je fais un contenu pour Martin, qui est directeur marketing dans telle boîte, qui a 6 personnes dans son équipe, qui a tel problème le matin quand il se lève, dont le boss lui demande tel résultat. Donc son enjeu au quotidien, c'est ça. Dans son évolution, à lui, il a tel et tel sujet sur lequel il n'est pas encore mature. Il va dans tel événement, il lit tel type d'information, il est présent ou pas, il est actif ou pas dans tel ou tel réseau social, il est abonné à des groupes, il va pas dans des groupes, il a l'habitude de se renseigner de telle manière quand il y a un sujet qui l'intéresse. Donc l'idée, c'est de comprendre ça pour pouvoir derrière se dire, finalement, je vais pouvoir prioriser des choses. Parce que franchement, on n'aurait pas besoin de s'embêter à faire des personnages si on avait des budgets illimités, des ressources illimitées, pour pousser un peu sur tous les canaux. Là, en fait, comme on doit prioriser, on doit faire des choix. Donc, on doit abandonner tout un tas de choses. Et donc, qu'est-ce qui est plus important? Est-ce que je fais une chaîne YouTube vidéo où je vais expliquer les ressorts de mon métier un peu de manière très éducative? Est-ce que je fais un super livre blanc que je vais imprimer en papier, je vais faire livrer dans un bel écrin à 400 personnes parce que mes décideurs vont être là, et c'est comme ça que je vais réussir à rentrer dans leur radar et avoir une impression réelle? Est-ce que finalement, je vais faire plein de petits articles de blog parce qu'ils sont très en recherche, il y a de la recherche SEO, et en fait, c'est là qu'il faut que je sois parce que le carrefour d'audience se fait là? Est-ce que je vais rentrer plutôt dans une logique d'interview parce que c'est mes cibles, elles sont assez fermées, c'est des réseaux de pairs, il faut que je monte patte blanche pour rentrer un peu dans le sérail, et donc en fait, je vais aller interviewer des personnes. Moi, je vais surtout pas émettre d'avis, je vais laisser les gens s'exprimer, je vais être plutôt une plateforme sur laquelle d'autres personnes vont pouvoir s'exprimer. Puis quand j'en aurai fait 10, 15, 20, en fait, je vais commencer à avoir de la référence active, je vais rencontrer un 21e, et je vais commencer à être pointu sur le sujet parce que j'ai un peu de vécu en fait sur cette discussion-là, et donc il va me dire, ouais, mais c'est intéressant, tu devrais aussi en parler avec un tel, et je vais commencer à faire du réseau là-dessus. Et à un moment, ça y est, je me suis positionné en tant qu'expert. En fait, c'est ça qu'il faut réussir à savoir. Et quand effectivement on débute, on est un peu obligé de faire des hypothèses, et on est un peu obligé de se dire, je vais faire un premier pari. Je vais aller interviewer des personnes, idéalement pas ma tante, mon petit cousin et puis mon meilleur pote. Je vais essayer de couper le biais la personne a envie de m'aider, donc ne va pas me donner de l'info cash. Et exploitable directement. Ouais. Voilà, donc je vais un peu me faire mal quand même pour être
parler à des gens qui sont au moins pas dans mon premier cercle, mais dans mon deuxième cercle, qui seraient potentiellement des cibles. Et je vais être assez ouvert, je vais pas chercher à les convaincre de quoi que ce soit, je vais juste chercher à comprendre quels sont leurs problèmes, comment ils prennent leurs décisions, une décision d'achat chez eux, comment ça se passe, quels sont les enjeux, à quel rythme ils ont des enjeux, pour réussir à commencer à mettre ça. Et forcément, ce que je vais faire, ça sera imparfait. Et déjà, c'est un exercice un peu bizarre, c'est si on fait une sorte de somme de plusieurs personnes dans une seule qui reste un profil virtuel. Et puis surtout, il va y avoir de l'apprentissage. Souvent, nous, on revient sur les personas au bout de 3 mois, au bout de 6 mois, au bout de 12 mois, parce qu'on a compris des choses de manière plus fine. Si on a la chance en plus d'être déjà dans une boîte, parce que ça, c'est pas que pour les gens qui se lancent, il y a aussi plein de boîtes qui n'ont jamais fait cet exercice-là et qui changent un peu leur manière de faire du marketing et en se disant j'ai envie moi de prendre la parole, de créer mon propre média, d'avoir mon propre trafic, donc il faut que je connaisse mon audience, c'est un peu ça le sous-jacent. On peut très bien le faire dans des boîtes qui sont déjà très matures, qui ont l'impression d'avoir une très bonne connaissance de leurs interlocuteurs et qui pour autant... Ils passent à côté d'énormes opportunités en fait. Oui, souvent dans ces boîtes-là, on a une très forte présence commerciale. Donc on va se dire, on va parler aux commerciaux. Eux, ils vont nous dire, ouais, moi mes clients, ils ont besoin de ça, ça ils sont pas contents, voilà où est-ce qu'ils vont. Mais il y a quand même toujours un biais, c'est que c'est souvent ils voient les gens à qui ils vendent, et ils ont tendance à se dire, c'est à ceux-là qu'il faut continuer à vendre, donc c'est ça qu'il faut leur dire. Et pour autant, parfois, on va trouver des poches de business. En tout cas, moi, ce qui m'intéresse dans notre métier, c'est de trouver des poches où on peut prendre la parole, où on peut trouver des idées de contenu et trouver des trucs qui seront un peu différents de tout ce que tout le monde a déjà fait. Et encore une fois, dans cette logique de étape 1, j'établis la confiance. J'établis la légitimité, je montre mon expertise. Une fois que j'ai fait ça, c'est quand même beaucoup plus facile de faire du business. S'il y a un besoin, à un moment, ils te le diront. Chez Inbox, on n'a jamais fait de prospection. En 10 ans, on n'a pas fait un seul mail sortant de prospection. On n'a pas fait de pub. C'est que des gens qui me disent tiens, j'ai vu que vous étiez bon sur ce sujet-là. On a ce problème chez nous. Est-ce qu'on peut en parler? Et forcément, ça change un peu la façon de faire du commercial. Alors, ça marche pas dans tout. Il y a des trucs plus transactionnels. Il y a des softs 19 balles où tu mets ta CB. Et donc, il faut les convaincre différemment. Tu vas pas tous leur parler. T'as pas toujours l'engagement commercial que tu peux avoir. Pour autant, tu as quand même besoin de recréer d'une manière ou d'une autre ce truc-là pour les attirer, pour récupérer leurs coordonnées, pour pouvoir les animer au niveau marketing, ou juste leur donner la petite couche de rassurance qu'il leur faut pour se dire je vais passer à l'acte. Et ce que vous faites très bien chez Charlie, en fait, vous êtes aussi sur ce sujet, à vous l'approprier pour trouver vos propres clients, mais ce que vous vendez pour vos propres clients, c'est un peu cette couche aussi de rassurance qui fait que quelqu'un qui vient sur un site voit des témoignages, s'il se reconnaît dans ces témoignages, s'il s'identifie à ces personnes-là, il va dire c'est cool, il y a des personnes réelles, j'y vais. Donc sur la manière de faire, il y a plein de biais à enlever, et il y a plein d'infos à récupérer progressivement et qu'on peut faire en étant malin, en sniffant ce que mes cibles font sur les réseaux sociaux. On récupère plein d'infos, les gens livrent plein d'infos sans s'en rendre compte aujourd'hui. On peut passer par des gens qui connaissent bien ces gens-là, donc d'autres personnes qui leur vendent des trucs, d'autres personnes qui les connaissent. Et puis évidemment, on peut aller chercher à la source en étant curieux, en leur posant des questions, en essayant de comprendre qu'est-ce qui fonctionne et comment est-ce qu'on va pouvoir passer vers eux. Ouais, donc en gros, si on doit résumer cette partie-là, on va aller chercher du factuel, on va émettre des hypothèses et on essaie de ne pas écouter que son instinct. Ouais, on essaie en tout cas d'avoir une sorte de méthodo. Aussi parce que dans ton cas, tu portes le projet, c'est toi qui vas sans doute faire les personas. Je sais pas si c'est toi qui vends aussi un peu derrière, mais sans doute un peu. Mais on est aussi parfois dans des cadres de boîtes où il y a plus de monde autour de la table. Et donc à un moment, c'est pas un one man show en fait. Le fait de faire des personas, c'est souvent un truc qu'on va essayer de faire à plusieurs. Parce que ça a une vraie valeur dans les boîtes d'alignement en fait, de juste se dire les choses, de mettre des mots et de formaliser des trucs. Peut-être qu'on va se planter. Et encore une fois, c'est pas grave de se planter un peu. On pourra le corriger. Donc, franchement, on joue pas sa vie sur une fiche persona. Par contre, l'exercice en soi, il est vachement intéressant parce qu'en fait, c'est une méthode qui te force à mettre des mots sur des choses. Je pense que ce qui pourrait être cool, en fait, comme petite astuce, c'est de... même, je suis pas pour qu'on imprime des tonnes de papier, etc. et tout, mais d'après ce que j'ai compris, un persona, on n'en a pas des millions. On en a 2, 3, des fois certains montent un peu plus à 4, 5, mais ça sert à rien d'en avoir 10 millions. Et en fait, simplement, imprimer en fait ces 3 personnes-là, mettre un petit peu de pâte à fixe sur un mur et les coller, et que tout le monde les voit, et peut-être créer un réflexe dans l'entreprise en se disant, quand je fais quelque chose, le matin quand j'arrive, quand je me lève, quand je fais mon job, est-ce que mon job, je le fais bien pour ces gens-là? Quand je décroche un coup de téléphone en tant que Customer Success, est-ce que je me rappelle bien à qui je m'adresse? Quand je vais faire un post sur LinkedIn, est-ce que je pense bien à ces gens-là? Et peut-être que de les avoir, finalement, tu parlais de virtuel, mais peut-être le fait de les imprimer, de les avoir face à son bureau en fait en permanence, où tout le monde les voit quand ils se baladent, c'est faire un peu comme s'ils étaient avec nous et s'entraîner
à parler en fait le langage que ces gens-là parlent. Ouais, complètement, c'est super intéressant. On voit des choses par rapport à ça. On va y venir un peu sur quelle forme ça peut prendre. Parce que parfois, ça peut être un peu un blocage aussi de se dire, oh là, ça a l'air compliqué comme truc, il faut faire des interviews. Donc no panique, Guillaume est venu justement aujourd'hui pour nous aider, on va pas stresser, il va nous donner quelques actionnables pratico-pratiques. Alors on va faire l'exercice sur Charlie, mais le but c'est que vous puissiez chacun, en tant qu'entrepreneur, répéter l'exercice chez vous avec votre propre business et vous vous interroger. Ça veut pas dire que ce qu'il faut faire exactement comme il dit pour que ça marche, simplement. Ce sont des années d'expérience qui met à notre dispo pour qu'on essaie de se poser tous les bonnes questions. Et encore une fois, c'est pas figé dans le temps. On prendra tous le temps de faire évoluer nos personas respectivement de notre côté. Je mettrai mes personas sur LinkedIn. Forcément, je vous dirai dans quelques temps comment ces personas ont une influence sur mon business, et on dira si en mettant en pratique ce que nous a dit Guillaume, on arrive effectivement à avoir beaucoup plus de clarté dans nos messages, si on adresse plus facilement nos cibles dans les différentes actions que l'on met en place. Bref, je vous partagerai tout. Trêve de blablatage. À toi Guillaume, le dur du dur. Allez, on va basculer sur mon écran. Ce que je vous partage là, c'est un des formats qu'on utilise pour travailler des personas. Premier sujet, déjà, on va aller voir qu'est-ce qu'on cherche à avoir comme information sur un persona. Ça c'est la représentation qu'on aime bien. On aime bien avoir un truc un peu genre monoslide, tu l'imprimes sur un A3 ou un A4, effectivement, tu le derrière toi. L'idée, c'est de retrouver une partie des infos. Donc, un persona, normalement, c'est un prénom. S'il est directeur marketing, on va l'appeler Martin ou Martine, on va mettre un M pour marketing, on va trouver un petit truc mnémotechnique pour dire, tiens, quand je pense à Joseph, c'est un juriste, et quand je pense à Martin, c'est quelqu'un du marketing. Pareil. Petit moyen, après, on s'en fout, on peut trouver le prénom qu'on veut, ça n'a pas beaucoup d'importance. Ce qui nous intéresse vraiment, c'est surtout cette partie-là en jeu. Déjà, c'est quoi les caractéristiques de son métier ? C'est quoi les missions qu'on lui confie, c'est quoi son job. S'il est directeur juridique d'un truc, c'est en gros le but de sa vie dans la boîte, c'est de s'assurer qu'il n'y a pas de risque, que les contrats sont bien faits, que on prévient de tout un tas de risques légaux, réglementaires, ainsi de suite, que on est couvert sur la contractualisation, ainsi de suite. Et les problématiques métiers. Donc caractéristiques, c'est je suis dans tel job, je reporte à telle personne, j'ai tant de personnes dans mon équipe, je suis au bord de direction ou pas au bord de direction, j'ai un pouvoir de décision d'achat ou je suis juste influenceur d'un acte d'achat en interne. L'émission, c'est moi, mon job, en fait, je le fais bien quand je coche quelle case vis-à-vis de la boîte et vis-à-vis de mon job. Donc, c'est en gros à quoi je sers dans la boîte et qu'est-ce qu'il faut que je réussisse. Et mes problématiques métiers, c'est un mix de contraintes, d'enjeux, de changements qu'il peut y avoir. Si je reprends mon sujet, mon exemple, Joseph le juriste, il peut avoir un sujet de digitalisation de la contractualisation. Je veux dire, avant les contrats signés, il faut que je passe à la signature électronique, mais il faut peut-être même que j'aille un petit peu plus loin sur cette partie-là. Il peut y avoir différentes choses qui s'appliquent, il peut y avoir des changements réglementaires dans son métier qu'il faut qu'il accompagne. Il peut y avoir des sujets d'internationalisation, donc avec du droit comparé, de dire, tiens, on a ouvert des filiales à tel et tel endroit, il faut que j'arrive à faire ça. Donc, en fait, on commence à rentrer là où il y a de l'intérêt, en fait, qui est finalement, pourquoi est-ce que je pourrais parler à cette personne et à quel moment, s'il a des enjeux, et surtout il y a des enjeux un peu nouveaux ou des contraintes qui sont un peu lourdes dans son métier, ou qui sont des choses sur lesquelles il est fortement incentivé ou qui joue sur sa réussite professionnelle, en général, c'est là où ton service doit venir apporter des choses. Ça, c'est un peu son sorte de CV amélioré. C'est là où il faut rentrer un peu dans la finesse de ça pour comprendre ces différents étages-là. Et puis, on a la deuxième partie ici qui va plutôt éclairer différentes choses. Le premier truc, c'est aujourd'hui, pour faire son métier, qu'est-ce qui l'amuse ? Qu'est-ce qui fait qu'il est motivé à faire son métier ? Pourquoi sa vocation s'accomplit bien là-dedans ? Et qu'est-ce qui le freine à bien faire son métier ? Les freins, ça pourrait être des processus de décision. Le frein, ça pourrait être un manque de formation. Le frein, ça pourrait être j'ai pas les bons outils. Le frein, ça pourrait être j'ai vachement de mal à recruter ou j'ai beaucoup de turnover. Si on reprend l'exemple de Joseph le juriste, il doit imprimer des tonnes de papier. C'est une problématique métier ou c'est un frein ? Ou c'est les deux ? Ça peut être une problématique métier, si jamais ça fait partie de son job et qu'il il a un gros enjeu d'archivage. Par exemple, là, tu pourrais être une boîte qui vend des prestations de digitalisation d'archivage papier. Effectivement, ça pourrait être je dois gérer de la donnée de santé protégée, j'ai des trucs en papier aujourd'hui, il faut que je les stocke pendant 10 ans. Ça, c'est une problématique métier. Le frein, ça pourrait être j'ai fait des investissements majeurs dans des mètres cubes de trucs, donc ma boîte n'est pas encore prête
à digitaliser le truc ou à complètement externaliser ça, parce qu'il y a eu des investissements passés. Et en fait, j'ai une contrainte par rapport à ça, qui est la volonté de mon chef ou la volonté de la boîte de tirer un trait sur ça. Ou ça pourrait être l'inverse, de dire ma boîte ne veut plus payer ces mètres cubes-là et je dois très vite trouver une solution de digitalisation. Mais pour autant, on a de la donnée complexe à gérer, qui doit être localisée en Europe. C'est là où tu vas avoir des choses comme ça. Les motivations, ça pourrait être, c'est un jeune juriste qui n'est pas du tout issu de la génération d'avant et qui n'a pas du tout envie de fonctionner de la même manière et qui a vraiment envie d'épouser la digitalisation. Et d'ailleurs, dans sa boîte, on lui confie ces sujets-là. Dans la partie attente, on va plus être sur la relation entre ton persona et toi. C'est aujourd'hui, sur cette cible-là, c'est quoi leur attente? Joseph, notre juriste, il pourrait avoir des attentes de formation. Dire, lui, il est un peu tout seul dans sa boîte, sur ces sujets, il ne sait pas trop à qui demander. Il est en attente de comprendre des choses, ou en attente de veille réglementaire, parce qu'en fait, il y a trop de trucs qui se passent, il n'arrive pas à tout suivre, et il a peur de ne pas être en conformité, de faire une connerie, parce qu'il n'a pas su voir une information, ou qu'il n'a pas compris cette information. Ça peut être en attente de dire, aujourd'hui, je voudrais pouvoir bypasser un service vidéo pour faire du tournage, pour trouver un système qui me permettrait de récupérer plus facilement, sans intermédiaire ou à un coût moindre, donc avoir une attente comme ça. Donc, c'est là où on prend un peu de temps en général, parce qu'on va mettre des trucs, on va faire des hypothèses, mais en vrai, il faut quand même questionner un peu, il faut gratouiller un peu la réalité pour faire sortir des trucs. Ça, en général, c'est assez simple à faire. Ça, en plus, les gens, ils le disent assez volontiers, tu vois. Tu les interviews, les gens, ils se lâchent, ils sont contents de parler d'eux. Ici, on commence à rentrer dans des trucs un peu plus rentrés comme information. Donc là, il faut être plus malin pour ressentir les choses, les valider. Et puis ici, on est plutôt sur quelle est la surface sur laquelle on va pouvoir échanger. Ça, c'est plus à quel moment je les trouve, finalement, ces gens-là, où c'est qu'ils se trouvent? C'est où est-ce qu'ils font leur veille? Quels sont les sites à qui ils accordent de la légitimité, de la crédibilité? Éventuellement, ils sont abonnés à certaines newsletters. Est-ce qu'ils ont des habitudes sur les réseaux? Typiquement, nous, on a fait des études là, sur différents types de jobs dans les boîtes. On a regardé quels étaient les nombres de postes moyens par mois sur LinkedIn, taux d'engagement, est-ce qu'ils sont présents dans des groupes, est-ce qu'ils ont beaucoup d'abonnés, un peu quel est leur comportement, parce que c'est des choses qui nous intéressent pas mal, et on va pouvoir le retrouver. Est-ce qu'ils sont susceptibles de faire des discussions téléphoniques, de recevoir des SMS? Est-ce que leurs mails, ils sont jusque-là, donc en fait, il ne faut surtout pas les chercher par mail. Par contre, ils peuvent être réactifs par email dans LinkedIn. Est-ce qu'ils aiment bien consommer de la newsletter? Est-ce que une grosse newsletter une fois par mois, ça ne serait pas le meilleur moyen de leur parler, en apportant beaucoup de veille, parce que c'est un besoin chez eux, plutôt que d'essayer de faire plein de prises de parole sur les réseaux sociaux, alors qu'ils n'y sont pas, ou ils n'ont pas le temps, ou quand ils y vont, c'est plus pour souffler un peu, et pas pour prendre des choses un peu denses sur cette partie-là. Bon, alors on a quelques autres trucs ici, on leur donne un petit prénom quand même, on va dire quel âge ils ont, parce que ça peut aider aussi à comprendre un peu mieux cette partie-là. Ouais, adapter peut-être la tonalité aussi, la manière de parler aussi. Ouais, ça permet de comprendre quelques petits trucs, mais en vrai, c'est vraiment sur cette partie-là que ça existe. Comment on fait derrière? On va jouer avec il y a des trucs de génération de visages par des IA. On aime bien aller mettre une tête plus ou moins vraie sur le truc. C'est quand même plus simple à faire au moins deux. Donc soit on a un collègue avec qui on peut le faire, soit on peut aussi payer un déj à quelqu'un qui semble un peu connaître le truc, qui n'aura pas trop de parti pris par rapport à ce que nous on veut vendre, qui peut quand même garder un peu de distance et être un peu challenge, mais à qui on va donner la mission de dire j'ai besoin de comprendre Janine, toi tu les connais bien, parle-moi, je vais noter des trucs, on va le créer un peu ensemble, on peut s'imprimer ce truc, là on vire tous les lorem ipsum, on vire les trucs, ça fait un truc un peu vierge à écrire, on peut prendre des notes dessus, on peut rayer. Il ne faut pas hésiter à le faire. L'intérêt d'un Miro, c'est qu'ici, on peut faire ce travail-là. Si on est plusieurs, chacun prend une couleur de post-it, et puis on va prendre ici du post-it, et on va aller mettre des trucs qu'on pense être sympas. Je vais pousser le truc jusqu'au bout, je vais te passer le lien du truc. Comme ça, tu pourras jouer un peu avec. Tu as 3 personas. Moi, je pense que c'est toujours mieux de commencer par 1, voire 2. S'ils sont là, alors c'est peut-être des copains, c'est peut-être des gens qui sont... Alors, on a été smart, parce que moi, tu sais, je suis quelqu'un qui prône à 2000% l'authenticité, donc je veux pas faire parler des gens juste pour les faire parler. Nicolas est un vrai client. Il fait partie de nos premiers clients, d'ailleurs. Pierre est aussi client. Et Victor a la particularité d'avoir 2 casquettes. C'est qu'il est à la fois... mais il a une casquette déjà, mais il faut qu'il en ait, le jeune homme, pour parler à la caméra. Là. Vraiment la petite histoire de chacun. Nicolas avait un besoin de témoignage vidéo déjà identifié quand il est venu nous voir. Et Charlie était même pas sorti encore en bêta. Pierre, c'est moi qui lui ai suggéré l'utilisation des témoignages. Et Victor connaît bien à quoi servent les témoignages et était curieux de voir comment on pouvait faire autrement. Pas de souci, je te charrie un peu et je sais qu'il y a des vrais gens qui l'utilisent. J'ai vu, il y a Daddy Agency qui a sorti un truc en disant ça y est, passé sur Charlie. Ça y est, c'est aujourd'hui. Ouais. J'ai vu passer ça et franchement, ça fonctionne. Pour moi, tu vois, t'as un peu un côté, ok, Pierre, en fait, je pense, tu vois, je le fais à ta place, mais
Si tu regardais, là, il y en a 3, mais si tu regardais plus, de dire, Pierre, oui, ça doit être un des personnages, je sais pas qui il est, tu vois. Et tu peux venir ici coller son truc ici et dire ici, mon premier atelier va montrer le truc, c'est Pierre, patron de PME e-commerce. Alors pour le coup, il est formateur. Et Francis formateur, tu vois. Ah oui, ok, ça y est, j'ai compris. Ah oui, là, on se rappelle, on met la première lettre du prénom pour se rappeler la profession de la personne. J'espère que tu kiffes cette vidéo. Si c'est le cas, n'oublie pas de lâcher un pouce bleu et de t'abonner. Ça me donne de la force pour continuer. Moi, ce qui me fait toujours un peu flipper dans cet exercice au démarrage, c'est le biais de l'intuition de l'entrepreneur. Est-ce que nos personas sont nos early adopters? Pas forcément. Il y a des gens qui viennent par curiosité, il y a des gens qui viennent parce qu'il y a eu un peu de bruit, il y a des gens qui viennent parce qu'ils veulent nous faire plaisir. Jusqu'à quel point on ne biaise pas en tant qu'entrepreneur nos cibles en pensant que nos premiers utilisateurs sont notre cible. En tant qu'entrepreneur, il faut quand même que tu t'aies chevillé au corps une vraie passion pour ton truc et que tu saches le défendre. Et en gros, tu es sûr que tu vas réussir. Mais en même temps, comme tu es quand même un peu schizo, quand tu es entrepreneur, tu as énormément de doutes. Il y a un peu un côté syndrome de l'imposteur qui t'aide à remettre en question le truc. Et moi en tout cas, j'ai toujours ce truc-là. Je suis persuadé que je fais le meilleur truc et que j'ai mis le doigt sur un vrai sujet. Et en même temps, je me questionne beaucoup sur est-ce que c'est vraiment la vérité. Et je vais chercher pas mal de validation. Et j'essaie d'être le plus neutre possible, assez naïf en fait. Je pense que c'est ça le mot-clé, c'est d'arriver à garder de la naïveté quand il le faut et garder de la conviction quand il le faut. Et quand tu es dans un exercice de persona, le meilleur service que tu puisses te rendre, c'est d'arriver à avoir des discussions avec certaines personnes sans vouloir les convaincre. C'est ça le truc. C'est vraiment d'arriver à te shifter le truc en disant là, je cherche pas à vendre mon truc. Je cherche à comprendre la personne. Je pose que des questions à la personne sur son job, sur son qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle a essayé, pourquoi, qu'est-ce qu'elle utilise comme techno, quand elle doit mettre une nouvelle techno sur son truc, comment il la teste, par quoi est-ce qu'il passe, comment est-ce qu'il prenne la décision, quel prix. Il faut creuser ce truc-là. Alors évidemment, tu orientes la discussion. Là, on est sur du témoignage client, donc il y a forcément toute une couche de discussion. Ici, sur les enjeux, de se dire je vais orienter les enjeux sur son métier, mais je vais aussi orienter les enjeux sur le sujet du témoignage client. Et je vais orienter petit à petit par rapport à tes clients à toi, est-ce qu'ils feraient de la vidéo, comment tu peux les regarder, sur ce genre de choses. Donc il faut être vraiment dans ce côté naïf. Parce que tu vois, la cible au départ, moi j'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo, on a commencé en décidant, alors comment on l'a décidé? J'imagine que c'est une somme et une agrégation de plein d'hypothèses et d'intuitions et de constatations qu'on a eues avec mon équipe. Mais en tout cas, on a initialement pensé que aujourd'hui, Charlie était plutôt pour un marché B2B, parce qu'on a un autre produit qui fait du B2C, pour des commerçants, etc. Mais là c'est pas la question. On pense qu'aujourd'hui, notre job à nous, c'est d'aider à améliorer la réputation des entreprises, les aider à convertir plus. Et on est intimement, profondément convaincus que le témoignage, la recommandation en vidéo, c'est la preuve sociale numéro 1. Le postulat de départ, il est de dire qui c'est qui a le plus besoin aujourd'hui de rassurer pour pouvoir exister. Et ce postulat de base au départ, on pense que déjà, les premiers qui ont besoin de rassurer sont ceux qui viennent de créer des entreprises, des startup founders notamment, qui ont des produits totalement fictifs, qui sont non palpables, et donc ils ont besoin d'une part de montrer que c'est pas juste une idée, qu'il y a vraiment des gens derrière qui l'utilisent. Ils ont besoin de valider en fait le fait que c'est pas juste un projet, mais c'est quelque chose qui existe vraiment avec des vrais gens derrière. Donc ça a été notre première piste. De l'autre côté, qui c'est qui a besoin aussi énormément pour convaincre, c'est justement les formateurs en ligne. Il y a tellement de formations bullshit que dire cette formation-là est incroyable, ça ne suffit pas. Qui mieux qu'une personne qui a déjà été formée pour dire ce qu'elle a appris de ça, qu'elle fasse un retour d'expérience pour en convaincre d'autres de le faire à leur tour. Et enfin, notre troisième cible dans notre tête, c'est de nous dire, vu que le témoignage vidéo, c'est la preuve sociale numéro 1, il y a forcément des agences marketing, des agences growth et des agences comme toi qui mettent en place des campagnes aussi pour des clients. Et vous avez peut-être besoin de témoignages vidéo justement pour faire ces campagnes et qu'elles cartonnent. Et on peut peut-être vous aider, vous, en tant qu'agence, je te mets dedans, mais tu comprends globalement les agences, à proposer nos services auprès de vos clients pour récupérer les témoignages des clients de vos clients pour faire des campagnes autour. Et ça, c'est aujourd'hui ce qu'on s'est dit. Mais qui me dit aujourd'hui que c'est les bons choix? Pour me lancer dans ce persona, et finalement,
Est-ce qu'il faut que je fasse confiance à ces premières déductions et partir là-dessus et voir comment ça fonctionne? Ou est-ce que tu as un petit truc, une petite astuce, une petite recette pour valider ça? Pour moi, c'est là où on est un peu entre deux exercices. Il y a un exercice de validation de marché et un exercice de connaissance des cibles sur un marché. Et les deux se renvoient la balle. Difficile de faire un choix sur un marché si on n'a pas creusé un peu les décideurs de ce marché-là et qu'on allait leur parler. Pour valider l'hypothèse d'offre commerciale valide ou pas sur un marché. Et en même temps, on peut pas non plus faire tous les personas de la Terre. Donc effectivement, on est vraiment dans une recherche de ce qu'on appelle le product market fit. C'est un produit ou tu as un produit dans ta tête. Maintenant que c'est quand même assez simple d'avoir un premier produit qui fonctionne, même s'il fonctionne pas super bien. Voilà, maintenant il faut quand même montrer des choses. Sinon c'est voilà, on n'est pas en 2000, on n'est pas en 2007 où tu pouvais vraiment y aller avec des PowerPoint. On attend maintenant des trucs qui sont quand même fonctionnels. Donc tu peux aller voir ces gens-là et dire, en fait, j'ai un truc, ça fait de la captation d'avis, ça le monte, ça fait un truc propre. Le process, il est streamé, il est assez streamé, le truc, il est propre, c'est easy, on peut le plugger, on peut l'automatiser. Maintenant, est-ce que ça a de la valeur à vos yeux? Et comment ça pourrait être mis. Et effectivement, il y a un petit biais, c'est que souvent les premiers clients, ils sont pas forcément représentatifs d'un marché. C'est des early adopters, mais est-ce que derrière, il y a beaucoup de fonds, ou est-ce que finalement, on va se retrouver avec 4 formateurs qui avaient vu ça, mais en fait, tout le reste du marché de la formation, ils s'en foutent, c'est pas leur sujet. Ça, il va falloir aller le valider. Et pour le valider, tu es un peu obligé de connaître les différents formateurs, mais une fois que tu les connais, tu peux faire des tests, et c'est là où on va itérer. Tu fais des tests de marché. Donc tu es obligé de faire un premier dans tous les cas, tu passes par tes personas de tes premières hypothèses de marché. Alors, tu peux le faire progressivement. Tu pourrais tout à fait dire, OK, je me fais une petite session brainstorm, je vais lancer les 25 idées de niche ou de marché spécifiques sur lesquelles ça pourrait fonctionner. Tu vois, j'ai peut-être un moment de dire, bah tiens, ouais, les médecins, ça pourrait marcher, ou tiens, il y a tous les chamans, les tambours chamaniques, tous les trucs comme ça, ils se font virer de Doctolib en ce moment. Tu vois, Doctolib a pris le parti de les sortir et de dire, on reste sur un truc médical. Donc il y a quand même tout un tas de gens qui vont se retrouver un peu à la rue, et peut-être qu'en fait, il y a un peu d'une perte de croyance dans ces trucs-là, peut-être qu'ils ont besoin de montrer un peu, c'est toujours un peu chelou de te dire, je vais me faire chasser le feu sur certains trucs, dire, bah si ces gens-là, sur leur site, ils avaient une sorte de preuve sociale par des gens qui, eux, ça leur a fait vachement de bien, peut-être que c'est une cible. J'en sais rien, tu vois, j'en sais rien. Peut-être qu'ils n'ont pas d'argent pour ça, peut-être qu'ils préfèrent vivre caché, peut-être que la vidéo, ça marcherait pas, peut-être que quelqu'un qui allait se faire des tambours chamaniques aura peut-être pas envie de parler lui aussi, ouais, effectivement. C'est ça. Donc il peut y avoir plein de biais, mais ça peut être une prise de parti. Donc ça, tu le fais et tu mets 25, 30, 40 idées. Après, tu vas quand même hiérarchiser. Tu vas dire, sur ces choses-là, c'est quoi les 3-4 grands critères? Tu connais ton produit. Donc, est-ce que les clients auraient envie de parler? Il y a des trucs, tu peux mettre 1, 2, 3 niveaux assez facilement. Est-ce que c'est des gens qui sont solvables? Est-ce que c'est des gens qui sont facilement atteignables aujourd'hui? Est-ce qu'ils ont un degré de maturité pour aller vers ça? Ou est-ce que je vais quand même vraiment m'emmerder à les former sur un truc qu'ils vont jamais comprendre? Et en customer success, ça va me coûter des blindes et des blindes. À chaque fois que je vais en signer un, je sais que je perds de l'argent. Donc en fait, tu peux trouver quelques catégories comme ça, et ça te fait une priorisation. Peut-être que de tes 25 ou 30, tu vas arriver à 8 qui tiennent la route et qu'il faudrait tester. Et ça, c'est là où tu vas faire un peu des paris en disant, je peux pas tout faire. Donc je vais me dire, formateur, en plus j'en ai un qui a déjà compris ça, donc en plus ça me valide déjà un peu le truc, je peux aller voir les autres formateurs en disant tiens j'ai un formateur qui fait ça. Ce qui est intéressant, c'est encore une fois, c'est de rentrer dans l'intimité. Je vais revenir sur mon petit... On peut faire notre Francis, notre formateur, parce que de toute façon, lui, on va dire que c'est pas la première fois qu'on a des signaux autour de ça. Donc là on est sur du formateur Albright, un peu BHL dans ses jeunes années, mais qui boit un peu trop de café en rigolant. Moi, ce que j'aime bien faire aussi, c'est aller regarder, je suis un peu stalker. Moi j'aime bien aller chercher, alors soit dans SalesNav, c'est très rigolo. Je veux quelqu'un qui est formateur marketing, on va prendre de la France, et on va prendre quelqu'un qui est formateur à son compte depuis au moins ça. Vous faites un petit essai SalesNav, vous prenez un abonnement Sales Navigator, vous allez avoir quand même plein de trucs ici pour jouer avec le type de compagnie dans laquelle ils sont, la taille de la compagnie. Il y a plein de trucs assez sympas, compagnie headcount, je vais plutôt chercher des gens self-employed. Et là, je commence à avoir quand même des têtes. Donc j'ai quand même plutôt des gens qui sont, c'est pas des jeunes, hein. C'est pas des vieux, hein, c'est pas ce que j'ai dit, mais c'est pas des jeunes. Je peux voir un peu leur parcours avant, dans quel type de boîte ils sont. Et ça, j'aime bien, moi, aller stalker ça. À côté de mes personas ici, j'adore me mettre des petits screenshots ou des liens vers des vrais profils. C'est pas une déviance que j'ai. Surtout pas, n'allez pas croire ça. Mais j'aime bien quand Hashtag Guillaume le stalker. Ouais, parce qu'après, on a tous des parcours où on se dit, ouais, ok...
le directeur marketing d'un logiciel SaaS, je le connais, je l'ai pratiqué, je l'ai été moi-même. Mais parfois, on est dans des cibles qu'on ne connaît pas très bien. Si tu n'as jamais vécu du fait d'être indépendant en donnant des formations et que c'est ta vie, finalement, tu ne sais pas trop à quoi ça ressemble la vie d'un formateur. Et donc, c'est intéressant d'aller regarder ça. C'est intéressant de voir comment est-ce qu'ils parlent de leurs clients aujourd'hui. Est-ce que, typiquement, Ludovic, ici, Bonjour Ludovic, on ne te connaît pas, mais on te souhaite la bienvenue si un jour tu tombes sur cette vidéo. Est-ce qu'il poste sur LinkedIn? Est-ce qu'il est en connexion avec beaucoup d'autres formateurs? Est-ce que ces gens-là, ils chassent un peu en réseau? Est-ce qu'on a des têtes de réseau là-dedans? Parce que sans doute qu'ils doivent se filer des contrats quand ils sont trop charrettes sur certains trucs ou quand ils ont une demande avec un bout d'expertise qu'ils n'ont pas chez eux. Peut-être qu'il y a ça aussi. Peut-être qu'il y a un truc à trouver sur des réseaux de formateurs pour qu'ils se parlent les uns sur les profils des autres. Il y a peut-être des trucs à faire. Donc là, moi, je suis côté SalesNav, je peux pas basculer côté LinkedIn. Je vois qu'il y a de l'activité, ça commente, ça poste. 10 ans d'expérience, je vois sur quoi c'est, des tutoriels, 5500 personnes formées. Donc ça me donne aussi des volumétries. C'est-à-dire qu'en 10 ans, 5500 personnes, donc c'est 500 personnes par an. Est-ce que je me dis, il prend 1 sur 10? Il lui fait faire quelque chose, c'est 50 témoignages, est-ce que c'est concevable? Est-ce que c'est pas concevable? Comment est-ce qu'il gère aujourd'hui un peu le feedback? Est-ce qu'il va capter des petits verbatim écrits à minima, ce qui serait déjà une première idée? Je vois qu'il a un site sur lequel il est présent, donc ça aussi c'est intéressant, c'est-à-dire qu'ils ont des sites, mais ils sont sur quelle plateforme est-ce qu'ils sont? Est-ce qu'ils vont du Wix? Donc en fait, là, en quelques secondes, juste en zoomant sur des vrais gens qui font déjà ça, en trouvant des informations ici, je commence à pouvoir remplir ici, si ce n'est des choses définitives, en tout cas des hypothèses. Des choses que je pourrais derrière voir. Si j'en vois qui sont super actifs, une fois que je suis ici, honnêtement, je suis quand même pas très loin de faire un petit coup de connect, d'ajouter une petite note, de dire tiens, je fais ça, je veux pas te vendre un truc, mais par contre, j'ai besoin de comprendre ton quotidien, à quoi ça ressemble. Si tu avais 15 minutes, honnêtement, je serais vraiment super content, quoi. Et tu viens enrichir en fait ton hypothèse justement grâce à C'est ces là, échanges, ces interviews voilà. avec. Ok. Et t'es pas obligé de leur piquer 3 quarts d'heure chacun pour dire je vais tout couvrir. Tu dis, moi aujourd'hui j'ai besoin de parler de ce truc-là. J'ai juste une question là-dessus. Et si ça se passe bien, la personne elle va te livrer plein d'autres trucs. Après, ça peut être bon en interview. Mais ça, tu vas pouvoir le valider. Et petit à petit, tu vas zoomer un peu sur ton truc. Tu vas commencer à avoir un niveau de finesse qui va s'améliorer. Peut-être qu'à un moment, tu vas taper dans un cul-de-sac. De dire je suis allé un peu au bout, en vrai ils s'en foutent un peu de mon truc. J'en avais trouvé 3 qui étaient prêts à payer, mais malheureusement c'est trop peu en pourcentage par rapport à la cible, ça m'intéresse pas. Ou au contraire, tu vas trouver un truc, dire en fait j'en ai 6 qui m'ont dit mais ton truc c'est génial, moi je serais prêt à payer mais 3 fois plus cher si jamais tu faisais ça, ou parce que ça fait pas tout à fait ça, je le prendrais pas, ou moi j'adorerais le faire, mais il faudrait que ce soit ma grosse agence qui ne le passe. Peut-être que d'ailleurs en termes de business c'est plus intéressant pour toi d'aller voir du Segos et des gros organismes de formation plutôt que de passer par les indépendants, de dire en fait Segos vous met ça à disposition, faites-le, c'est pour vous, c'est un outil gratuit pour vous, indépendant. Ce que ça permet de faire, quand on a suffisamment fait ça, on va commencer à sortir des banalités. On va pas faire un livre blanc pour aider le formateur à avoir des avis clients. On va les taper au truc qui fait mal ou qui fait du bien éventuellement quand on l'aura solutionné, mais qui est de dire t'es formateur indépendant, les moments où tu as beaucoup de formation, t'as pas le temps de faire ton commercial. Et le moment où tu fais du commercial, tu aimerais bien avoir plus de formation, mais du coup, il faut que tu ailles piocher dans ton truc. Alors que tu as un gisement de business demain qui est génial, qui est pile entre les deux, qui est les gens, en gros, ton métier, tu le fais pour être dans une salle avec des gens, quoi, ou accompagner ou coacher des gens. Et ben, fais parler ces gens-là quand tu les as dans la salle, quand le truc s'est bien passé, que vous avez passé une bonne journée, une bonne semaine, une bonne séance de coaching. En fait, c'est ça qui va assurer que tu as un carnet de commandes qui soit tout le temps rempli et qu'en plus, il n'y ait que des gens avec qui tu as envie de bosser qui bossent, parce que les gens contents vont appeler d'autres gens qui sont à peu près similaires et qui sont contents et qui vont faire connaître le truc. Oui, et puis tu fais rayonner en fait aussi un état d'esprit parce que toi, quand tu dis cette formation elle est géniale, c'est ta parole en tant que formateur, donc forcément, je suis pas assez critique. En revanche, si tu as Pierre, Paul, Jacques, Céline qui parlent de toi, ils vont chacun utiliser leurs propres mots, ils vont exprimer probablement la même reconnaissance, mais de manière différente. Ils vont expliquer comment tu les as aidés. Et au plus, tu vas avoir une variété de profils. Et justement, là, à la différence du persona où on essaie d'en avoir que 2 ou 3, moi, au contraire, au plus tu vas avoir de témoignages vidéo et de recommandations de personnes différentes, au plus il y a une chance qu'il y ait une personne là-dedans qui parle le même langage que l'internaute qui, lui, va visiter. Ouais. Il faut toujours faire gaffe parce que quand tu stalks sur LinkedIn, tu stalks des gens qui sont présents sur LinkedIn. Et c'est pas forcément
tout le monde. Tu as des cibles où ils sont beaucoup sur LinkedIn. Honnêtement, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de formateurs qui sont pas indep, qui sont pas sur LinkedIn, parce que c'est leur outil, c'est leur outil. Il y a d'autres cibles où on n'est pas, où ça sera quand même moins diffus. Toi, tout concernant, je pense qu'il y a quand même une grosse partie de ta cible qui est là et c'est assez représentatif. Mais il faut quand même faire gaffe. Encore une fois, il y a cette question de biais. Donc ça n'empêche pas de faire d'autres choses. Là, on vous l'a montré parce qu'en plus c'est facile à montrer, mais il y a des communautés, il y a des échanges Slack qui peuvent se faire dans certains types de jobs. Il y a des trucs plus brick and mortar de clubs juristes. Les juristes, ils aiment bien se retrouver le matin pour faire des conférences, échanger entre eux. Donc parfois, il faut aller aussi glisser une oreille sur ça. Il y a les salons, il y a les revues pro qui sont intéressantes. Il y a plein de revues où tu as de la revue professionnelle sur laquelle tu peux aller feuilleter les pages. Moi, j'aime beaucoup faire ça. Moi, je vais à la maison de la presse ou chez Relais et puis je feuillette plein de revues pro. Moi, j'adore la presse pro. Et en fait, tu apprends vachement. Encore une fois, c'est une question d'intimité. Et tu vas apprendre les codes, tu vas apprendre le vocabulaire. Tu vas prendre les sujets du moment. Et si tu es suffisamment malin pour raccrocher ton propre sujet à ça et dire qu'en fait, tu es dans l'air du temps de leurs problématiques, en fait, tu as déjà fait un peu ta place parmi eux. Plus tu en rencontreras, plus tu les laisseras aussi s'exprimer et tu les feras parler, plus tu vas te nourrir, plus tu seras caméléon, en fait, plus tu vas faire du mimétisme. Et à un moment, en fait, tu feras partie du groupe et voire même tu seras vu comme un expert sur ces sujets parce qu'ils sont nés dans le guidon. Tu vois, notre juriste, il est né dans le guidon. Une fois de temps en temps, de dire, moi, j'en ai parlé à 40 juristes comme toi qui ont le même problème que toi et voilà les 5 trucs qui en ressortent, qu'ils ont essayé de faire, qui sont intéressants, je peux t'assurer qu'il va écouter. Il achète pas ta solution derrière, mais à minima, tu auras passé le premier palier. Je te laisse rentrer dans ma boîte mail et quand tu m'envoies un truc, je regarde parce que je sais que potentiellement, ça peut avoir de la valeur. Et ça, effectivement, c'est une bonne preuve que tu as commencé à mettre le doigt sur le persona. Et pour revenir à ta question de tout à l'heure, ça ne veut pas dire que c'est un personnage sur lequel tu vas peut-être faire du business, malheureusement. Mais ça, il y a de la validation business à faire, quoi. Voilà, j'espère que le message est bien passé pour tous ceux qui nous suivent sur YouTube. C'est pas une science parfaite, ça reste de toute façon, comme toujours dans le marketing, un principe d'hypothèse à dérisquer. Et c'est notre job en tant qu'entrepreneur et en tant que toute personne qui travaille dans le marketing, c'est que tu peux, et dans le growth et dans plein d'autres domaines, tu sais que de toute façon, ton job, c'est de dérisquer en permanence. Donc, aujourd'hui, en ce qui concerne Charlie, il faut que j'aille dérisquer l'hypothèse que nos recherches aujourd'hui nous font penser que certains types de cibles ont plus besoin de nous que d'autres. Ça, c'est la base. Tout le monde n'a pas besoin de la même manière, de la même intensité d'un produit. Donc, en ce qui nous concerne, on a les formateurs, les startup founders et les agences qui nous semblent être aujourd'hui ceux qui ont le plus besoin de nous. Donc, creusons là-dedans. Essayons de faire l'exercice que nous a proposé Guillaume de faire, donc finalement... Alors, est-ce que tu nous conseilles quoi, du coup? 3 personnes, un par chacun, un qui bosse dans une agence grosse. Si tu sens que sur le formateur, il y a un truc à faire, moi je trouve qu'il est super bien identifié celui-là. Moi je dirais au bout, et puis après tu refais l'exercice suivant plutôt que d'en faire 2 ou 3 en parallèle. Donc on fait l'exercice du formateur, le startup founder. Pour moi le sujet c'est plus, ils aiment bien tester plein de trucs, maintenant est-ce qu'on fait des clients, je sais pas. Dans la problématique de je viens de sortir peut-être un MVP, j'ai peut-être aussi des projets de levée de fonds, j'ai besoin de montrer que ça marche mon truc, et j'ai besoin de montrer qu'il y a des vrais gens qui utilisent mon produit. Ouais, je vois bien le truc, mais pour moi le sujet sur cette partie-là, c'est que c'est pas forcément des gens qui ont besoin de 25 témoignages, donc ils n'ont pas forcément besoin d'un truc d'automatisation. Limite, ils peuvent le faire sur Canva avec leur... je schématise et c'est sans doute pas très sympa pour ton app, mais si vraiment ils ont juste besoin de faire parler leurs 3 potes pour dire oui, allez-y, alors que le truc n'existe même pas, je pense que c'est presque un peu tôt pour vous. Pour moi, là où il y a plus d'intérêt, c'est vraiment sur ce côté industrialisation. Donc, il faut qu'il y ait déjà un peu des flux. Et puis c'est toujours intéressant quand même de parler des gens matures, quoi. Le problème des jeunes startups, c'est que ils vont dire oui, ils ont envie de tester des trucs. Eux, ils sont en train de perdre du temps sur des trucs qui ne sont pas core business pour eux. Ils t'en font perdre aussi parce que déjà, t'en as quand même 7 sur 10 qui vont jamais aller nulle part. Donc, ça sera jamais des clients très durables. Et puis, ils vont suivre les modes, machin. Alors que moi j'irais plutôt chercher des trucs. Alors, c'est peut-être plus long comme chemin, mais j'irais plutôt chercher des boîtes qui ont du vrai business, en fait, qui sont un peu plus stables. Et qui veulent passer un cap supplémentaire d'acquisition, peut-être. Et les agences market, les agences de growth, celles qui justement montent des campagnes pour ces entreprises-là, ne sont-elles pas un bon intermédiaire aussi pour... Ce qui est intéressant aussi dans l'exercice, c'est de dire, je prends quelqu'un qui est plutôt un small business, donc un AMEP, j'ai les formateurs, c'est bien identifié. Formateur, consultant, je pense que c'est même 2 personnes un peu différents.
Ouais, coach, je pense qu'il y a un peu de granularité à aller regarder. Ça peut être plusieurs personas autour de ça. L'idée, c'est pas de faire un gros paquet, de dire je mets tout le monde solo qui vend son temps de conseil dans un seul blog. Ça peut être assez différent. Donc, c'est là aussi, parfois, il faut se dire là, je vais commencer à ramifier un peu mes personas parce que j'en ai deux. En fait, j'ai un formateur solo indépendant, j'ai un coach enfin, qui va avoir 3 boîtes qui l'accompagnent plutôt sur la durée versus un formateur qui va essayer de faire 120 ou 130 jours de formation dans l'année. Et qui a d'autres problématiques. Donc ouais, moi je ferais bien un truc un peu quand même solo. Je ferais bien un truc un peu taille intermédiaire, plutôt classique, PME, boîte de service, éventuellement agence, mais pour son compte perso. Et effectivement un truc plus soit grand compte, soit prescripteur. Effectivement, des gens qui peuvent te revendre, qui peuvent t'embarquer avec eux. C'est vrai que cette discussion, elle est hyper intéressante parce que ça me permet de montrer aussi les chemins par lesquels je passe en tant qu'entrepreneur, les questions, les doutes que j'ai. Parce qu'en fait, tu es toujours en tant qu'entrepreneur tiraillé entre tes certitudes et tes intuitions, en fait. Des fois, tu es 100% convaincu d'un truc et 24 heures plus tard, en fait, tu n'es plus du tout convaincu par la même chose. Et c'est quand même un peu schizophrénique, comme tu le disais tout à l'heure, hein, d'être entrepreneur aussi, parce que tu passes ton temps à switcher là-dessus. Je suis pas mon premier coup d'essai, hein, ça fait quand même 18 ans que j'entreprends, donc oui, moi aussi je suis un peu vieille dans le domaine. Et pour autant, chaque nouvelle entreprise, chaque nouveau produit, chaque nouveau service, n'importe quoi que je lance, j'en reviens à chaque fois au même point, c'est-à-dire que évidemment, je fais pas toujours les mêmes erreurs, évidemment que j'ai appris à chaque fois, évidemment que j'ai gagné du temps à chaque étape. Pour autant, il y a des questions importantes à se poser et qu'on se pose à chaque fois. Donc je te remercie Guillaume d'être venu un petit peu amener un peu plus de méthodologie dans ma réflexion pour me permettre justement de me poser les bonnes questions, d'en parler avec mes équipes pour que justement ça les oriente aussi et qu'on essaie de faire cet exercice ensemble. J'espère surtout que ça vous a intéressé aussi, vous sur YouTube, ça vous a donné des idées. On est bientôt sur la fin de cet échange. Guillaume, si tu devais donner un petit peu en résumé quelques mots, qui sont tes clients à toi justement? Qui sont tes personas à toi? Ouais, alors nos personas, nous, on en a plusieurs, évidemment. On a notre principale cible, c'est direction marketing de boîtes B2B, plutôt moyen, ce qu'on appelle mid-market, donc grosse PME, ETI. On a un petit peu des gens, growth, CRO, acquisition, dans des startups post-levées. Mais principalement, on est quand même sur des publics marketing qui ont besoin de passer à l'inbound, au content, à l'automation, avoir une plus grosse présence LinkedIn. Et puis on a quand même de plus en plus maintenant aussi un travail avec les fonctions commerciales, donc plutôt le DIRCO, plutôt dans des boîtes assez classiques, hein, industrie, services B2B, type logistique, transport, donc plutôt des métiers assez sérieux, assez terrain, assez concrets, qui ont eux un gros besoin de digitaliser leur prospection, digitaliser la relation que les commerciaux ont avec leurs propres prospects ou clients, qui ont besoin d'injecter un peu de contenu, de cas clients, de choses comme ça. Donc aujourd'hui, nous, on est vraiment, alors, on est clairement une agence B2B. On travaille beaucoup sur des sujets complexes, industrie, logiciel, tech, juridique. Donc ça, c'est un peu notre cours de récré. Et on se complaît pas mal dans quand l'expertise doit être prouvée, comment est-ce qu'on la montre, comment est-ce qu'on la fait savoir et comment on la matérialise dans des contenus. Ok. Moi, j'avais deux dernières questions à te poser. Par rapport à ta vision, toi, du content, Ouais. comment tu positionnes justement la recommandation vidéo dans l'univers du content pour toi? D'un point de vue marketing, c'est quoi pour toi? Pour moi, ça rentre dans tout ce qui est chez nous ce qu'on appelle la use case factory. C'est tout ce qui est use case, cas clients, customer success stories, ça prend plein de noms, mais en gros, c'est du testimonial, du témoignage client. Ça a toujours eu une part importante. Par contre, on l'a toujours plutôt mal fait dans les entreprises parce il y avait toujours un peu cette croyance de dire il faut que je montre mes meilleures références. Donc en gros, je bosse que avec des PME et puis j'ai signé un truc avec un grand groupe, j'ai fait du Air France une fois, je vais parler de Air France partout. Et en fait, ça, c'est une grosse connerie parce que d'une part, c'est une tannée de sortir ces cas-là, que souvent, ils vieillissent assez vite et que surtout, quand je les montre à une PME, le mec, il se dit reconnaît pas. Air France, c'est pas pour moi. Et donc, on essaye un peu de renverser ce truc-là en se disant, mais en fait, non, il faut industrialiser, il faut mettre en place un côté limite systématique de dès que tu as fait une mission, dès que tu as eu un client, ça s'est bien passé, tu es à l'écoute de ça, tu déclenches une demande, que ce soit une demande vidéo, et c'est pour ça qu'on aime bien des systèmes comme Charlie, que ce soit du testimonial écrit, il faut qu'on arrive à récupérer
cette partie-là et qu'on arrive à l'industrialiser. Tu n'auras pas 100% des gens qui vont dire oui. Peut-être que tu auras 15%, mais 15% de ton total de clients sur une année, ça sera toujours mieux que 1 ou 2 cas où tu as ramé comme un cochon pour le sortir. Et une fois que tu as ce premier pas, l'idée c'était aussi de casser les choses. C'est que souvent vous avez quand même des gros trucs. C'était soit j'envoie une journée de tournage et je fais une très jolie vidéo, soit je fais une interview phare, soit je fais un format PDF en 6 pages, infographie et machin. Donc on était plutôt sur des trucs compliqués à produire. Là, on est plutôt dans l'idée de je capte le verbatim. J'essaye plutôt d'avoir du verbatim circonstancié, contextualisé. Je veux pas que la personne dise Invox, ils sont géniaux, c'est la meilleure équipe. Non, j'ai envie que les gens disent Invox, ils m'ont dépanné sur un livre blanc, j'en avais besoin 3 semaines après, sur un sujet ultra technique, on n'arrivait pas à le sortir en interne, ils sont arrivés et en plus on a fait un truc super sympa. J'ai envie du spécifique. Et donc c'est pour ça qu'il m'en faut plein, parce que après je vais pouvoir les utiliser, j'aurai une banque de données de ça. Et puis surtout l'intérêt c'est que ça te change la culture en interne, ça devient un réflexe, en fait tu as un process. C'est pas le marketing qui se lève un matin en disant ouais, ça serait bien qu'on remette. Là, on a que Air France depuis 12 jours, depuis 12 ans. Il faudrait qu'on ait un nouveau truc. Là, on va les faire à déco maintenant. C'est plutôt en fait, ça vient de la base de dire ah, moi j'ai quelqu'un qui a dit ça, c'est génial. Tu vois, tu incentives éventuellement, tu rewards le truc en interne, mais t'en fais un truc. Voilà, c'est le journal des bonnes nouvelles. Les clients ils en parlent. C'est parce que t'as une marge qui est pas trop haute. Tu chopes un verbatim, tu chopes un petit témoignage vidéo. C'est une première marche. Et sur ça, demain, tu vas pouvoir construire. Tu vas dire, tiens, j'ai adoré ton témoignage vidéo, tu ne voudrais pas qu'on fasse un peu plus? Ou je vais t'inviter sur un webinaire, on va en parler tous les deux. Ou on va faire un podcast. Ou je vais venir te voir avec une bouteille pour te remercier parce que tu as fait un super témoignage vidéo. On va passer une heure, j'ai envie de te comprendre mieux et j'ai envie de te mettre en avant chez nous. Mais sans compter qu'il y a un truc aussi, c'est un véritable bonbon pour celui qui est entrepreneur ou qui est commercial quand il ouvre son témoignage vidéo et qu'il le découvre. Parce que quand tu as bossé pendant des semaines à accompagner une entreprise et quand tu découvres justement ce qu'elle dit de toi et que tu partages ça avec ton équipe, regardez ce que ce client avait. Alors oui, vous avez transpiré, oui, vous avez fait des fois, il vous a fait un petit peu râler, des fois vous vous êtes demandé on va jamais y arriver. Ouais, mais regardez aujourd'hui ce qu'il pense de nous et ce qu'il dit de nous. Je trouve que c'est aussi un bon moyen aussi d'envoyer un bon état d'esprit dans l'entreprise parce que c'est vachement plus facile d'envoyer un commentaire dégueulasse quand on est caché derrière son écran que de prendre tout ce qu'il faut pour regarder sa caméra et dire haut et fort ce que l'on pense. Donc c'est un bon moyen pour progresser quand les gens vont remonter des choses qui ne vont pas, mais c'est aussi une bonne manière de pouvoir valoriser aussi un travail d'équipe qui a été fourni pour satisfaire un client, quoi. Ouais, nous, on a 2 trucs chez nous. On a un channel Slack qui s'appelle Praise, où tout le monde peut envoyer, mais des fois, ça a pas de gueule. Des fois, c'est juste un bout de commentaire dans un Google Doc où le client va dire ah ouais, c'est canon, j'adore ce truc. Parfois, c'est un truc qui est sorti en verbatim pendant un échange avec un client. Parfois, c'est un mail qu'on a reçu où là, il y a un vrai truc. C'est des choses qui vont passer sur notre folio. C'est des choses, des témoignages. Des fois, on est cité dans des confs chez les clients où ils nous mettent en avant dans leurs slides. On a un deuxième truc aussi à l'entrée chez nous qui s'appelle le mur des bisous. Où là on a mis les vrais témoignages qu'on a eus, on les affiche physiquement et on a un peu la cérémonie de dépose des nouveaux sur le truc et c'est en fait il faut le choyer un peu ce truc là, donc c'est super important d'en faire un truc culturel. Après, une fois que tu as un truc culturel, tu as les outils, tu as différents formats, la vidéo c'est compliqué de s'en passer aujourd'hui, c'est un vrai format qui engage et il y a une véracité une incarnation qui est géniale, donc tout ce qui va dans ce sens là c'est assez top, mais pour moi ça part vraiment d'un premier shift culturel dans les boîtes de dire, en fait, oui, par défaut, tout le monde doit parler. Et c'est aligné au commercial, au CSM, au marketing. Et le marketing est juste là pour valoriser ce qui est fait derrière. Mais c'est les gens qui sont en face du client qui peuvent aller chercher ça. Oui, et mettre ton client véritablement au centre de ta préoccupation. Si tu orientes tout, bah finalement, ça boucle bien avec le travail d'aujourd'hui. On part au départ d'une hypothèse marketing où on positionne un persona, mais ce persona-là, avec le temps, devient un vrai client. Et ce vrai client aujourd'hui, quand il te fait un témoignage de reconnaissance, quelle que soit la manière dont il le fait, en fait, ça boucle une boucle et ça donne du sens à ce que tu fais, ça donne du sens à pourquoi les gens se lèvent le matin dans ta boîte pour venir bosser. Ouais. Et ça te permet de ne pas oublier pourquoi tu existes, quoi. Donc, sur ces belles paroles, je trouve que c'était très philosophique la fin. On arrive quand même à partir d'un truc très technique pour s'en sortir à quelque chose de philosophique. J'espère vraiment que ça a pu aider le maximum d'entre vous. Merci infiniment, Guillaume, d'être venu parler, d'avoir aussi bien préparé cet atelier en quelque sorte avec moi. Je vous dirai un peu comment ça s'est passé. J'essaierai de publier j'essaierai.
je publierai les personas sur mon compte LinkedIn. On fera un débrief dans une prochaine vidéo sur comment ça a évolué. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, du coup, Guillaume, pour la suite? Écoute, je sais pas, s'il faut me souhaiter quelque chose. Moi, je fais ce que j'aime faire. On a une équipe qui est cool. Moi, je continue mon petit bout de chemin, toujours dans les contenus. Donc, au plaisir de suivre tes prochaines aventures dans ta chaîne. J'étais ravi que tu m'accordes quelques minutes de ton show avec toi. C'était cool. Alors, si, on va te souhaiter un truc, c'est que la prochaine fois qu'on se voit, pour faire du contenu ensemble, on le fasse en réel et pas à travers un écran. Ouais, calme. Et ça serait quand même cool. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions, pingez-moi sur LinkedIn, faites-moi coucou. Ouais, c'est vrai. On peut le retrouver très facilement sur LinkedIn. Est-ce que tu veux mettre ton profil perso aussi, Guillaume, comme ça Guillaume Berthollet. Bien, il y a des fakes, moi, tombés sur le bon coup. N'hésitez pas à aller le demander en connexion. Vous pouvez réagir dans les commentaires si vous avez des questions aussi entre El Maestro et moi. On essaiera de répondre au plus vite. Merci à tous. Ouais, c'est eux les plus beaux. Hein. Ça, c'est la grosse équipe. Ça, c'est une forme de témoignage d'ailleurs, de bien-être dans une entreprise. Ouais. Je vous souhaite à tous une très bonne semaine. Vous savez, on se donne rendez-vous donc la semaine prochaine, 18h42, comme tous les lundis. Chill tranquille. Là, je vous envoie du lourd. Cette semaine, c'était une longue et grosse vidéo, mais j'espère que ça vous a bien fait kiffer. Guillaume, en plus, nous fait des FX et des effets spéciaux. C'est jusqu'au bout, il nous aura épaté. Merci à tous. Belle semaine. Travaillez bien, amusez-vous bien et à lundi prochain. Ciao!